Bien, bon après-midi à tous. Pour ceux qui ne connaissaient pas donc l'espace Tech Academy depuis ce matin et toute la semaine, jusqu'à vendredi soir, on va dérouler un certain nombre de sujets en liaison avec les grands mouvements, les grandes évolutions du secteur auto. Alors, on a surtout parlé depuis ce matin, en fait, de vitrage, d'aide à la conduite. On a parlé de coopération entre constructeurs et équipementiers. Alors, c'est vrai parce qu'il y a un pôle de la tech ici, mais il y a aussi un village des énergies. Il y a l'Aver France, par exemple, qui fera une conférence d'ailleurs sur ce même pôle en fin de semaine. On a l'hydrogène, on a un certain nombre d'énergies qui sont là. Et justement, on se disait que ça serait intéressant de parler d'énergie au sens large. Alors, il sera question d'électricité et d'hydrogène, par exemple, demain. Et moi, ce que je voulais, c'était montrer qu'il y avait d'autres énergies. Alors, il y a parmi les représentants ici, certains qui ont déjà exposé à Equipoto. C'est le cas d'Alexis Landrieux, par exemple, pour Biomotors. Et ça a été le cas également de la société Borel, il y a longtemps, qui connaît bien également le salon Equipoto. Donc, en fait, on va parler de biocarburants. On pourra parler éventuellement un petit peu d'hybridation, mais également du GPL, du GNV, et même mieux, le croisement entre l'hybridation, le GPL, le GNV et l'éthanol. Donc en fait, on peut avoir jusqu'à 3-4 énergies. Vous verrez que c'est possible. Donc les invités, je vous ai parlé d'Alexis. J'aimerais vous présenter, j'ai tenu vraiment à ce qu'ils viennent aujourd'hui, et c'est un personnage, Marc Tessier d'Orfeuille, le fondateur de Compublic. Alors, c'est pas un gros mot, Marc, de dire que tu es un lobbyiste. Tu le revendiques, je crois, haut et fort. Totalement décomplexé. Voilà, donc Marc, effectivement, il faut le savoir, a fondé un événement qui était les RIVE, les rencontres internationales des véhicules écologiques. Alors, tu peux en dire un mot, ça se passait à Alès et à Paris, et beaucoup de monde est venu à cet événement. On l'a fondé il y a 14 ans. En effet, une année sur deux, c'était un pari d'emmener 600 à 800 personnes à Alès dans le Gard pendant 2 jours en première semaine de juillet pour parler de mixité écologique, d'énergie, de mobilité avec le club des voitures écologiques et basé en effet sur toutes les énergies, bioéthanol, GPL, GNV et des constructeurs. On a été les premiers à recevoir la Tesla, la première Tesla décapotable sur place. On avait aussi des grands camions bioéthanol qui circulaient. Et on a eu l'immense chance, en fait, le succès est passé par le parrainage du prince Albert de Monaco. Qui est venu plusieurs fois. Qui est venu 4 fois là-bas. Pour l'anecdote, la première année, quand il était venu, le préfet était persuadé que c'était du bluff. Et donc il était parti en vacances. Et puis les services du protocole ont appelé en préfecture en disant qu'il faudrait quand même nettoyer l'hélicoptère, nettoyer la piste hélicoptère, parce que le prince va arriver demain. Il est rentré dardard, il était très agacé contre nous. Mais c'était un succès. C'était un succès aussi grâce à un maire, Max Roustan, qui a laissé la main à Christophe Rivinc et qui avait ce pôle mécanique en fait. Il a transformé une ville qui était une ville de charbon et d'aluminium. Il y a eu énormément de chômage. Il a décidé j'investis dans ce pôle mécanique et on va faire essayer des voitures, quelles que soient les voitures, bien sûr de sport, mais aussi des voitures demain plus écologiques. Alors exactement, ça se passait sur ce circuit d'Alès, qui est d'ailleurs un circuit assez technique. Et il y a des grands champions qui sont venus, notamment je pensais à Romain Dumas qui a fait un record avec la voiture de Volkswagen tout électrique qui a fait Pikes Peak. Ce sont voilà, c'est le genre de pilote qui est venu tourner sur ce circuit. Et tu l'as dit, donc des camions, enfin tout un tas de véhicules. Et franchement, c'était presque un peu le Davos quelque part de la mobilité multi-énergie. On a eu et la présidente et le président de la COP 22 qui sont venus juste après sur place. Donc en effet des personnalités de très haut niveau, des Marocains, des Ivoiriens, des Singapouriens qui sont venus nous rencontrer, des Luxembourgeois, pour dialoguer avec beaucoup de politiques qui venaient pour jouer aux boules le soir, mais aussi pour écouter. Ça c'est les charmes d'Alès, il faut connaître. Et mieux comprendre la mixité énergétique qui était proposée et qui a toujours été notre ligne de conduite avec le club des voitures écologiques, qu'on a porté en fait au départ avec le disque vert, offrir 2 heures de stationnement gratuit à l'ensemble des véhicules propres, bioéthanol, GPL, GNV, hybrides, même petites voitures comme les Smart à l'époque, parce qu'elles étaient moins polluantes puisque plus petites et se garant plus vite dans les villes. Et on a porté pendant des années cette volonté de la mixité. Je crois que c'est l'objet de ta rencontre aujourd'hui. Exactement, donc je parlais des rives et donc Alexis, tu peux en dire 2 mots puisque tu as Oui, tout à fait. été un participant actif. Exactement, c'est 14 ans aussi que Biomotors a été créé et au travers de Marc et cette initiative, je me rappelle d'ailleurs une très belle anecdote et qui
effectivement témoigne à quel point il est important de coordonner finalement ce que les privés sont capables de déployer en termes de stratégie avec finalement les pouvoirs publics. Et je me souviens, c'était François de Rugy la première fois où sur le circuit d'Alès, il a découvert le système de conversion pour permettre à un véhicule essence de rouler au bioéthanol. Et il y avait une loi qui venait d'être rédigée indiquant qu'ils allaient abattre de 40% le CO2 sur les véhicules d'origine éthanol. Oui, mais d'origine, ça voulait dire construit par un constructeur d'origine. Et lorsqu'on lui a expliqué comment fonctionnait un boîtier, eh bien, il a pris pleinement conscience que si on laissait d'origine, ça bloquait finalement les boîtiers éthanol pour cette exonération. Donc d'où l'intérêt de ces rives qui, effectivement, c'est des très très bons moments. Puis pendant cette période-là, le kit bioéthanol a été légalisé, alors qu'à l'époque, je ne sais plus en quelle année précisément, mais je sais que tout au début, ce n'était pas encore le cas. C'était 2017, c'était un grand travail de 2015 jusqu'à 2017, on était loin d'être sûr d'y parvenir, et ça a été évidemment ce qui a permis de démocratiser le succès du bioéthanol, qui est aujourd'hui disponible dans une station sur 2 quasiment en France. Alors c'est important de parler des rives parce qu'effectivement c'est une manifestation qui a beaucoup fait pour la mixité énergétique et aujourd'hui le moins qu'on puisse dire c'est qu'on en parle moins de cette mixité, on parle beaucoup d'électrique avec des inconnus d'ailleurs par rapport au soutien fiscal dont peut bénéficier aujourd'hui cette énergie. Comment Marc vous voyez finalement cette évolution et j'allais dire ce flou politique parce que bon quelque part les autorités publiques en France sont assez fluctuantes par rapport aux énergies, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on en parle moins parce que la mixité, ça n'était pas dans la culture politique. D'abord, si on regarde avec du recul, Dominique Voynet, c'était le GPL, Thierry Breton, c'était le bioéthanol, puis est arrivé Borloo pour l'électrique, puis ensuite on a continué sur l'électrique, mais les spin doctors des ministres leur disaient, pour bien vous comprendre, il faut une énergie par ministre. Alors, donc, ce n'est pas de la mixité. Et puis tout à coup, il y a De Rugy qui arrive, qui vient, je lui dis, mais François, la mixité, ça peut être un programme politique. D'autant qu'à la pompe, le GPL, le bioéthanol sont moins chers. Et un jour va s'inviter un débat sur le prix de l'énergie. Comme disait notre ami Bernard Darniche, à 2 euros, ça oblige tout le monde à être très intelligent pour se dire comment on roule moins cher. Et on roule à moins d'1 euro avec du bioéthanol, avec du GPL, avec du GNV. Et on s'était dit, on avait déjà presque prédit les gilets jaunes en disant mais non, mais actuellement c'est moins cher à la pompe. Si on veut que les classes moyennes roulent pas cher, écolo, c'est possible. Il suffit de faire de la transformation, il suffit de mettre du GPL dans des voitures. Et la mixité, pour moi, oui, la volonté de l'État est très très électrique sur le neuf, mais ouvrons les yeux. D'abord, il y a, de mémoire, je parle sous contre, je crois, 800 000 véhicules de moins neufs par an en fabrication depuis une dizaine d'années. Et l'ancien et l'occasion, c'est l'essentiel du parc roulant. 11 millions. 11 millions. 11 millions. Donc on va, jusqu'en 2050-2060, devoir se dire comment on transforme ces véhicules essence ou diesel en hybride avec d'autres motorisations. Et on reviendra sur le rétrofit, parce qu'on peut rétrofiter au gaz aussi. On peut bien sûr rétrofiter à l'électrique et à l'hydrogène. Et ça, on doit continuer d'en parler. Et nous, le club, on va continuer de porter haut et fort les couleurs. Et ces jours-ci, sur le PLF qui arrive, il va y avoir quelques petites mauvaises surprises. Mais entre ce que veut le gouvernement ce matin en déposant le PLF et ce qui va sortir ou pas dans 3 mois avec tous les amendements qui viendront et on ne sait pas avec quel gouvernement d'ailleurs. On verra jusqu'où on pourra en effet sur la mixité se battre jusqu'au bout. Alors, une question pour l'ensemble des intervenants. Il y a quand même un marqueur qui était les ZFE, donc les fameuses zones à faibles émissions. Or, justement, elles ont été supprimées. En tout cas, certaines villes les maintiennent. C'est un petit peu compliqué quand même pour se maintenir. Et ces ZFE, c'était quand même un levier qui justifiait l'effort financier de certaines entreprises pour s'équiper. Donc, quelque part, il y a un flou qui, j'imagine, a un impact sur vos affaires. Oui, si on prend en 2022, le choc du prix à la pompe à 2 euros a déclenché la vente, par exemple, d'un système de conversion en France toutes les 4 minutes pour Biomotors, par exemple. Ça témoigne à quel point, finalement, le prix est un facteur. Mais il faut déjà comprendre et s'initier au fait d'adapter son véhicule à l'énergie qui est la meilleure pour son usage. La mixité, c'est ça. C'est finalement choisir la bonne énergie. Et effectivement, on ne peut que constater malheureusement que plus personne n'y comprend pas grand-chose finalement dans ce qui est mis en place actuellement. On a dit rouler au diesel, puis il ne faut plus rouler au diesel. Puis on prend des vignettes
sur les véhicules, puis finalement il n'y a plus de ZFE. Aujourd'hui, on a une station sur deux qui propose de l'éthanol, des investissements dans le B100, dans le GPL, de partout. Tout est déjà en place, accessible et surtout acceptable. C'est surtout ça, acceptable pour le grand public. Et finalement, on a tout le monde qui se regarde et on a effectivement une incohérence totale qui impacte forcément sur les emplois. À notre hauteur, par exemple, 2022, c'était 70 collaborateurs. Aujourd'hui, on est revenu à une vingtaine de collaborateurs. C'est d'autant d'emplois que j'ai dû arrêter à contre-cœur, mais sans visibilité. C'est ce qui arrivera perpétuellement. Vous, à Grenoble, Valentin Borel, vous avez la chance, en tout cas, d'avoir un maire qui veut maintenir sa ZFE. Oui, ouais, c'est ça, exactement. À Grenoble, c'est une cuvette, donc c'est plutôt assez pollué. Donc on a un maire écologique. Cependant, les clients, ils sont dans l'attentisme. Donc à Grenoble, on a la chance inouïe d'avoir des aides au rétrofit pour le bio-GNV, pour le GPL. Des aides qui peuvent aller jusqu'à 100% pour les ménages à petit budget. C'est pour les utilitaires, pas pour les voitures particulières, mais en tout cas jusqu'à 100%. Et ça, c'est 100%, c'est pour 3 500 €. Pour une installation GPL, 100%, c'est juste incroyable. C'est la seule ville en France. Et je peux vous dire qu'on en a fait 3. Les gens, ils attendent. Ils savent plus quoi faire que Grenoble. Ils savent quand le maire il va changer. Si c'est pas un maire écolo, ça va peut-être s'arrêter la ZFE. Ils savent pas du tout. Et on en est là, quoi. Côté GNV. Oui, donc si les ZFE battent de l'aile, leur avenir est très incertain, trop compliqué sans doute, et puis bon, des questions aussi d'équité sociale qui ont été posées. Au-delà de ça, la question de la pollution en milieu urbain, elle va demeurer, et elle est essentielle. Donc il va falloir trouver les moyens d'encourager et de développer les véhicules alternatifs, tous les véhicules, alors je ne dirais pas bas carbone, puisqu'en l'occurrence ce n'est pas le sujet du carbone, mais bas polluant. Évidemment, l'électricité et l'hydrogène, bien sûr, mais le bio-GNV et le GNV, donc les motorisations gaz, ont également leur place à prendre dans ce mix parce qu'elles émettent certes un peu de polluants, mais beaucoup moins que les moteurs pétroliers classiques, essence ou diesel. Alors, on va décliner de façon progressive ces différents carburants. On va commencer par les biocarburants. On pourrait se dire qu'il y a un côté souveraineté énergétique, Marc, parce qu'effectivement, quand on parle d'éthanol, ça fait appel à l'agriculture et on a presque l'impression de rendre service finalement aux producteurs. On avait même démarré avec des amis de chez Résinor une communication pour être pas que souverain au niveau national, d'être souverain au niveau local. On était allé voir la ville de Bordeaux en se disant mais pourquoi vous ne faites pas tourner les bus de Bordeaux aux mares de raisin de la région de Bordeaux ? Pourquoi on n'irait pas faire la même chose en Occitanie ? Techniquement, ils savaient le faire et on savait transférer ce bioéthanol dans les cuves pour en effet être dans une énergie de proximité. Donc moi j'ai toujours trouvé que le bioéthanol avait toute sa place. Une des inquiétudes, j'avais commencé même avant, je crois que tu lances tout au début du bioéthanol, j'étais allé voir, figurez-vous, le conseiller agricole de Chirac. Donc ça remonte à très longtemps, hein. Et il m'avait dit, oui, mais Marc, la difficulté, ce qui n'était plus le cas maintenant, c'est que si on aide le bioéthanol, il va venir obligatoirement du Brésil. Donc, puisque tu parlais de souveraineté. Donc, bien sûr, il y a l'approvisionnement, d'où va venir l'énergie qu'on va pouvoir mettre. Aujourd'hui, avec l'utilisation des résidus, on est en situation de produire notre propre bioéthanol. Et pour moi, il doit faire partie de la palette des outils, en effet, disponibles. Et on était allé assez loin, au-delà de 2017, de la légalisation. Après la crise des Gilets jaunes, on est allé interpeller, vous l'avez dit pour le maire de Grenoble, toutes les régions de France, les 13, il y en a 5 qui ont fait de l'aide à l'installation du kit bioéthanol, dont Renaud Muselier, Valérie Pécresse a été la dernière. Ça variait de 300 à 500 € de mémoire, à peu près la moitié du prix quand on était à 500, pour aider justement ceux qui étaient en essence à rouler moins cher, puisque c'était moins cher à la pompe. Et ça, ce sont des sujets qui peuvent encore revenir. Donc là, j'entends dire que dans le PLF, le bioéthanol prend une petite baffe ce matin, on va en reparler tout à l'heure, mais nous, on ne laissera pas passer donc, la boîte des voitures écologiques. Il y a aujourd'hui un parc essence qui est important. En neuf, le diesel, c'est terminé. Le parc ancien est là. Donc en parc essence transformé en bioéthanol, c'est rouler moins cher pour ceux qui ont de l'essence.
Donc il n'y a même pas de sujet, c'est un sujet de pouvoir d'achat. Et on voit bien que les décideurs politiques, en dehors du ministère des Finances, qui lui veut faire des économies, ce que l'on peut comprendre, auront tout intérêt à jouer le jeu sur la mixité. Alors Alexis, quelques mots sur votre technologie. Donc on va parler des boîtiers de conversion, parce qu'effectivement, en matière d'offres chez les constructeurs, il y a eu pendant un temps, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. On a collaboré avec Ford dès 2019, en effet. Mais aujourd'hui, eux aussi ont ces contraintes réglementaires, pas toujours très claires non plus pour eux. Et donc, les investissements sont évidemment tous tournés vers ce qu'on leur impose, c'est-à-dire l'électrique. Néanmoins, les énergies alternatives, on est capable, nous, et on travaille avec des constructeurs, je ne peux pas les citer là, et notamment aussi dans les pays asiatiques, qui proposent prochainement des modèles. Mais ils ont tout à fait compris cet intérêt de répondre en fait à une offre acceptable, un besoin des Français, qui est simplement de pouvoir se déplacer avec un véhicule pas trop cher, ou alors les 11 millions de véhicules existants, de ne pas les jeter à la poubelle, parce que c'est quand même ça le sujet, c'est pas que l'échappement, mais bien cette économie circulaire aussi qu'on peut avoir. On a donc sorti une nouvelle technologie qu'on a brevetée en septembre 2024, qui permet encore d'étendre la capacité pour nous de répondre à 100% des véhicules compatibles, c'est-à-dire tous les véhicules essence à partir des années 2000, mais même plus loin que ça, les hybrides rechargeables, c'est extrêmement complémentaire et très intéressant de pouvoir avoir ce mix énergétique sur le même véhicule. Et puis aussi les bateaux. On a eu l'initiative d'ouvrir une station-service au port de Palavas. C'est une grande première. Ça a été suivi avec Marseille-Vieux-Port, qui a ouvert également une station. Et l'été prochain, le port de Port-Camargue, qui est le plus grand port de plaisance d'Europe, ouvrira également sa première station éthanol, permettant de aussi convertir toute la partie nautisme. Parce que là, par exemple, c'est le parfait exemple que l'électrique ne peut pas répondre à tous les usages. L'électricité ne fait pas bon ménage avec l'eau. Ça, on le sait tous, mais même globalement... Claude François en sait quelque chose. L'autonomie d'un bateau, le couple nécessaire, on est loin de pouvoir y répondre encore avec l'électrique, encore plus dans la plaisance légère. Donc pour vous, c'est une diversification quelque part. En fait, c'est une diversification dont la solution, là, depuis très longtemps. Moi, j'ai créé il y a 14 ans, je vous l'ai dit, mais en fait, la première fois que j'ai entendu, alors c'était pas Chirac, mais moi, c'était C'est pas sorcier à l'âge de 13 ans. Et le reportage s'appelait Rouler plus propre. Il parlait déjà du GPL, de l'éthanol. Et d'ailleurs, Rouler plus propre, c'est devenu slogan en clin d'œil à C'est pas sorcier de Biomotors. Alors, on va évoquer votre offre chez Borel. On va regarder la slide qui concerne donc le 85, parce qu'effectivement, vous faites beaucoup de choses chez Borel. Oui, merci. Et Exact. c'est possible aussi, chez vous, de faire de la conversion au bioéthanol. Oui, alors nous, on est parti sur le principe de proposer des véhicules à carburant alternatif, mais surtout que le client il n'ait pas à choisir le carburant. C'est-à-dire qu'on va proposer, nous, des voitures qui sont Flex 3 ou Flex 4 éventuellement. C'est-à-dire un seul véhicule pouvait rouler à la fois à l'essence, à l'éthanol, au GPL ou au GNV. Et puis si en plus il est hybride rechargeable, vous pouvez rouler à l'électrique. Donc par exemple, on a un fourgon sur Ford qui lui donc est hybride rechargeable, essence hybride rechargeable, et sur lequel on a installé un kit éthanol et un équipement en gaz au choix pour le client. Voilà. Donc Et tout ça est marqué sur la carte grise, toutes ces différentes Et oui, énergies. tout ça on peut faire sur la carte grise, oui, bien sûr. J'imagine effectivement la tête du policier qui vous contrôle, qui regarde la carte grise. Ah bah, là, ça veut, les LED, ça veut plus rien dire. Personne ne peut savoir. Le policier, généralement, il ne sait pas ça, je pense pas. Alors, on va regarder la slide d'après. Et donc, en fait, vous avez vraiment une offre très complète où les énergies s'entrecroisent quelque part. Oui, c'est ça. On cherche toujours des voitures un peu... sur un marché de niche, un peu, on cherche toujours des voitures pour essayer de proposer tous nos carburants. Et effectivement, on fait tous les modèles, toutes les gammes de modèles souhaités par la clientèle en véhicules légers. Alors, on parlait de rétrofit. En fait, avant même que ce terme n'existe, quelque part, vous le pratiquiez déjà. Oui, depuis 80, mon père a commencé, donc on appelait ça une installation, simplement une installation GPL sur les véhicules, parce que l'installation GPL permet d'avoir la critère 1, que ce soit sur un véhicule à essence, donc ça c'est acté depuis 20 ans, mais maintenant, depuis 1 an, tous les véhicules légers diesel qui roulent au gasoil, on peut les installer au GPL et ils ont la pastille critère 1. Ça c'est incroyable, donc le diesel GPL ça existe depuis au moins 40 ans,
mais c'est légalisé en France depuis 1 an seulement. Et donc maintenant, on a installé nos premières voitures diesel. On a enfin accepté d'avoir des véhicules diesel dans notre atelier, alors que jusqu'à présent, on n'en voulait pas. C'était l'ennemi avant, c'est C'était ça? l'ennemi, ouais, exactement. Et là, ouais, on a installé nos premiers véhicules diesel à Grenoble. Ouais. Alors Marc, c'est intéressant parce que le diesel, il ne faut pas oublier qu'à une époque, il a été même aidé. Enfin, au moment du Grenelle de l'environnement, il y avait quand même les premiers bonus. Il ne faut pas oublier que pendant des années, on a quand même... Ils ont encouragé les petits diesels. Oui, mais y compris des fois des diesels sans filtre à particules, ce qui peut avec le recul sembler un peu étonnant. Alors qu'aujourd'hui, bon, clairement, c'est devenu l'énergie à dissimuler et à combattre. Aujourd'hui, c'est parti pour s'arrêter. De toute façon, il y en a très très peu en neuf. Le diesel pollué, et puis tu parles du filtre à particules, mais je me souviens aussi de ces débats avec un de tes confrères journalistes qui nous disait que, très bien, mais quand le filtre il a 30 000 km, il ne filtre plus rien du tout. Donc, mais on oublie de dire aux gens qu'il faudra le rechanger. Alors, les grands constructeurs allemands intégraient ça et le changeaient automatiquement dans le suivi. Et donc c'était aussi un de ces problèmes. Oui, avec des filtres à particules neufs, sur des véhicules neufs, il y avait une baisse très claire de pollution. Sauf que sur tous les véhicules anciens, au bout de 30 000 km, personne ne pensait à rétrofiter le pot d'échappement pour en mettre un nouveau. Donc le problème de la pollution dans la ville, tu l'as dit tout à l'heure, il est toujours aussi réel. Il a un tout petit peu diminué parce que le parc est en train, en effet, de s'électrifier. Mais le sujet politique, puisque tu parlais des ZFE, post-Gilets jaunes, les choses ont quand même beaucoup changé. Là, c'est le lobbyiste qui s'exprime. Malheureusement, il y a d'autres éléments qui sont arrivés entre-temps. La guerre en Ukraine. On parle plus de réarmement que d'environnement dans les débats politiques nationaux. C'est un fait. Et on peut le comprendre par rapport à la situation. Donc le sujet de l'environnement est descendu d'une pile. Le sujet des ZFE, il s'est pris une grosse baffe avec les gilets jaunes. Donc la plupart des maires se sont dit, au départ, ils se disaient, je vais me faire élire par les écolos dans la ville, je vais faire une ZFE, c'est pas bien que ce soit polluant. Puis tout à coup, vous avez les classes moyennes qui descendent dans la rue en disant, on n'a pas les moyens de se payer tout ça. Vous en avez quelques-uns qui installent des kits bioéthanol ou qui les bonus, mais on arrive à un moment compliqué, en effet, d'un croisement où l'État est totalement déchiré sur ses grandes orientations. On voit bien que les populistes qui sont en train d'arriver ici, Trump par ailleurs, et même aujourd'hui la droite européenne, essayent de faire reculer sur les objectifs de l'électrique. Et beaucoup de grands constructeurs ont demandé de poser ces objectifs parce qu'on ne suit pas. Et pour l'instant, un des risques du tout électrique, c'est d'aider énormément les Chinois à envahir tous les marchés. Donc tu parlais de souveraineté, je terminais par la souveraineté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les constructeurs qui communiquent beaucoup sur l'électrique ou l'hybride, sur certains marchés, l'Amérique latine, tu parlais du Brésil, mais c'est vrai qu'ils proposent des véhicules flex-fuel là-bas et donc du biocarburant. Juste pour revenir sur le diesel, et c'est pas pour défendre cette énergie, mais il y a aussi des alternatives avec du bio, avec du HVO, donc le fameux diesel bleu, entre guillemets. Est-ce que ça vaut la peine, en tout cas par rapport à un parc existant, encore une fois, finalement de laisser un peu une porte entrouverte pour développer ce genre de carburant? Pour le HVO, on va être plutôt sur les véhicules lourds. Oui, pour les transporteurs. Pour les transporteurs, nous, on avait fait le pari, si tu regardes et on se souvient un tout petit peu du discours sur le poids lourd et l'énergie, il y a encore 6 ans, le poids lourd, tout le monde pensait que ça passerait à l'hydrogène. Tout le monde. Et puis il y avait déjà le gaz. Oui, en 2017, il y avait une étude pour faire passer tout le poids lourd au gaz. Il y avait les véhicules au gaz. Puis après, tout le monde a cru à l'hydrogène. Puis après, les constructeurs, et deux notamment constructeurs de poids lourds, se sont aperçus, je l'ai noté parce que ça m'a marqué dans ma vie de lobbyiste, que le droit social pouvait croiser la borne de recharge, puisqu'un chauffeur doit s'arrêter toutes les 4 heures. Et que s'il y a en effet un maillage suffisant en borne de recharge rapide pour l'électrique, et tout à coup, on a entendu au RIF, 2 grands constructeurs nous disent nous, on ne va plus sur l'hydrogène, on va sur l'électrique. Contre toute attente. Et donc on voit bien que tout le monde se cherche en fait. Tout le monde cherche où est le marché. Les pétroliers veulent pousser à aller sur le HVO. Je crois qu'il faut continuer de se diversifier. De toute façon, on ne pourra pas passer le tout électrique en poids lourd. Ce n'est pas avant 25 ans. Quand même pas rêver sur nos autoroutes, on le voit bien. Il faut un temps de progression, un temps de se Grenelle, un temps de conversion
et d'adaptation. Alors, on va évoquer le GPL à présent. Donc, j'aimerais d'abord excuser l'intervenant de GCK qui a été coincé par un problème de train qui n'a pas pu venir, alors que justement, il a une offre pour rendre le diesel hybride rechargeable et donc effectivement le rendre neutre sur un plan technologique. On va donc évoquer la suite des slides Borel pour parler de ce que vous faites en matière de GPL, Valentin. Voilà, avec effectivement... Vos valeurs, en quelque sorte. Alors, mon père a commencé en 81. Il avait une entreprise au début. Il avait fait un digesta et puis il avait décidé d'installer des voitures au GNV. Puis bon, c'était trop tôt. Alors, il a découvert le GPL en Italie et il a acheté des kits pour sa R12 et puis ses Simca. Et puis bon, après, il a installé beaucoup de voitures au GPL pour des constructeurs. Il a travaillé pour Peugeot, il a travaillé pour Saab, pour Daihatsu. Et puis un jour, on a décidé de commercialiser, en 2009, de commercialiser des voitures au GPL parce que les clients nous demandaient finalement la voiture tout équipée au GPL. Et c'était à l'époque quand Dacia a commencé à proposer ses propres produits au GPL. Du coup, nous, on avait dit on va faire quelque chose d'un peu plus qualitatif et puis qui permettrait d'avoir une meilleure autonomie, et puis du français aussi, sur aussi dire voilà, on fait travailler un peu des ouvriers français plutôt que faire travailler des gens ailleurs en Europe ou en Afrique. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Alors, voilà. C'est intéressant de parler un petit peu du marché, effectivement. Voilà, donc le marché du GPL en France, donc aujourd'hui, clairement, c'est Dacia, Renault qui tirent le marché à 99%, peut-être même. Ils ont une gamme GPL qui commence à être particulièrement importante, notamment chez Dacia, parce que c'est une technologie qui est aboutie et qui coûte rien aujourd'hui. Ils vendent carrément l'équipement GPL au prix de la voiture à l'essence. Et eux, ça les avantage énormément pour réduire le poids CO2 des voitures. Comme nous, aujourd'hui, ils intègrent les véhicules GPL sur les véhicules hybrides. Les véhicules hybrides qui permettent d'avoir moins de CO2, mais ça ne suffit pas pour remplacer le gasoil finalement. Du coup, grâce au GPL, on gagne à peu près 10% de CO2, 10 à 15% de CO2. Et donc, ils ont des technologies comme ça. Nous, on vit encore en proposant des véhicules du marché de niche, des véhicules américains, des pick-up, des véhicules qu'on ne trouve pas dans la gamme Dacia. Et puis des voitures au gaz naturel aussi. Voilà. Des voitures neuves en fait, vous vendez des voitures neuves on vend des voitures neuves depuis 15 ans maintenant, oui, c'est ça. Effectivement, c'est un positionnement assez étonnant. Alors, on l'a dit, l'argument, c'est le coût, forcément. Oui, l'argument, c'est le coût, mais l'argument aussi... Et la dispo des stations, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Oui, bien sûr. C'est pour ça aussi que... on fait aussi le Flex 3, parce que comme ça fait double carburant à moins d'€1. Ça permet d'avoir aussi l'éthanol et pour avoir aussi double station disponible, parce que le GPL, il y a des stations surtout dans les régions urbaines, et l'éthanol, on en trouve aussi dans les régions rurales. Et puis, par contre, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Bon, il faut aussi bien savoir que effectivement, le GPL permet vraiment d'avoir la critère 1. Ça, c'est vraiment un point important parce que autant les voitures neuves, les gens aujourd'hui, ils ont un peu du mal à acheter des voitures neuves. Les prix ils sont vraiment augmentés. Même chez Dacia, à l'époque, on vendait des Sandero à tour de bras. Aujourd'hui, les gens, ils ont même du mal à acheter une Sandero au GPL. Et du coup, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur le rétrofit, l'installation GPL pour avoir la critère 1. Et il faut vraiment le savoir, mais diesel GPL aujourd'hui, c'est possible. Ça s'appelle le dual fuel. On roule aux deux carburants en même temps, mais on est critère 1 et ça, c'est incroyable. Alors j'en profite pour un petit point d'actu, mais la nouvelle Clio 6 a une version GPL. Alors c'était le cas de l'ancienne, mais en tout cas avec une motorisation plus performante. Et à boîte automatique. Exactement. C'est ça que les gens demandaient aussi. Ce qui est un vrai progrès. Je serais curieux de savoir
Sur un plan matériel, comment ça marche pour faire ce Flex 3, Flex 4 ça se compose de quoi en fait votre offre technique? Pour qu'on Simplement, comprenne bien. on ajoute un kit éthanol Borel ou éventuellement d'autres fabricants de kits éthanol. On n'a pas tout développé, tous les kits. Mais, et puis, donc un kit éthanol, c'est un calculateur supplémentaire et un calculateur GPL en plus, avec un réservoir GPL. Donc la voiture, elle a 2 réservoirs, double autonomie, 12 double autonomie à moins d'1 € le litre. Je suis venu aujourd'hui en voiture. Ma voiture, j'ai fait le plein de GPL et d'éthanol à Grenoble. Je vais faire l'aller-retour. Bon, j'ai pas roulé à 130, j'ai roulé un peu plus vite quand même pour arriver. Hein. On répétera rien. Qu'est-ce que ça vous inspire, Alexis, ce mariage éthanol, GPL, GNV On a clairement la même conviction, je pense, Borel et nous. C'est clairement, aujourd'hui, c'est accessible. On l'a vu, que ce soit pour l'équipement GPL qui est devenu abordable et qui peut être au même prix qu'un véhicule essence. L'éthanol, c'est pareil. Aujourd'hui, par la volumétrie et par notre expérience, on est sur des tarifs installés aux alentours de 700 €. On a 1 € d'économie par litre qui est réalisé. Faites le calcul, c'est 50 € par plein d'économiser. Clairement, moins de 10 à 15 pleins, c'est amorti. Donc, il n'y a pas de débat sur ça. Et surtout, moi, c'est mon cas. Je travaille à 6 km du bureau. Donc, démarrer un moteur thermique tous les jours, ça n'a aucun intérêt. C'est pourquoi j'ai pris un véhicule hybride rechargeable. J'ai le photovoltaïque sur le toit du bureau. Tous les jours, je recharge mon véhicule. Par contre, je fais quand même 40 000 km à l'année. Donc, j'ai fondamentalement besoin d'avoir mon moteur thermique, donc l'accès à de l'éthanol et à finalement un usage qui est le mien. Je ne peux pas faire 40 000 km à l'année en m'arrêtant quand j'ai un trajet à faire. Voilà, je ne roule pas non plus à 130, mais globalement, c'est vrai que je ne m'arrêterai pas 2 heures pour faire le plein. C'est juste un Red Bull, le plein, et je repars. Voilà, donc non, je ne vais pas passer 1 heure à la pompe. Voilà, on n'oppose pas les énergies, elles sont complémentaires. Je propose qu'on évoque le GNV avec vous. Régis Gagnon, vous êtes le secrétaire général de France Mobilité Biogaz. On va charger les slides qui se rapportent à vous. Et on va donc parler de ce marché qui est un peu plus méconnu. Enfin, on en parle moins, sauf dans le camion où c'est effectivement quelque chose qui est assez présent à l'esprit des industriels. Alors en France, oui, c'est une énergie qui est plutôt aujourd'hui très fortement orientée sur le transport lourd, à une exception, c'est les voitures Borel quand même. Mais sinon, en effet, c'est plutôt les carrébus d'un côté pour le transport de voyageurs, les camions côté transport de marchandises. Et donc c'est une énergie de tout le mix dont on parle depuis le début, mais on est très favorable au mix en tant que tel. Hein. Nos adhérents, les acteurs de notre filière, sont très souvent des acteurs du mix. On a les énergéticiens qui distribuent toutes les énergies, on a des constructeurs de véhicules qui, là aussi, ont toutes les motorisations, de l'électrique au diesel, en passant par le GNV, bio-GNV. Et puis, de la même façon, nos adhérents qui représentent les filières de transport sont également ils vont sur l'une et l'autre énergie. Donc, on défend fortement le mix. Et surtout le biogaz, puisque donc et là, surtout on parle bio-GNV. d'un gaz vertueux. Complètement. Qui décarbone à 80%, c'est-à-dire autant qu'un véhicule électrique chargé avec une électricité française, essentiellement nucléaire, et puis bas carbone par ailleurs, hein, que ce soit avec l'hydraulique ou les renouvelables. Mais en tout cas, moins 80% en moyenne, voire plus. Donc le bio-GNV est une solution extrêmement crédible. C'est un biocarburant en fait. Donc on parlait de l'HVO, ou on peut parler le 85 ou le B100, pourquoi pas. Tout ça, ce sont des carburants dont la vertu repose sur le même principe. Hein. La captation lors du processus de production du carbone qui va être rejeté lors du roulage des véhicules. Mais en cycle de vie, on est très vertueux. Et c'est ce qui compte pour le climat, évidemment. Alors, on va continuer à dérouler peut-être... Et donc, c'est une filière qui reste dynamique, que ce soit au niveau des véhicules, puisqu'on a désormais plus de 40 000 véhicules qui roulent au gaz en France, dont une majorité de véhicules lourds. Ça représente quand même quelque chose, hein, c'est pas rien. C'est 5 TWh d'énergie, pour moitié verte, puisque vous disiez bio ou pas bio. Aujourd'hui, on est à moitié bio, avec la vocation à devenir bio très rapidement à 100% d'ici le début des années 30. Et puis, du côté du réseau de maillage, on a également quelque chose de très structuré, puisqu'on a près de 800 points de vente. Si on additionne les points de vente privés, essentiellement les dépôts, que ce soit des bus ou des flottes de camions, et les points de vente publics, qui sont près de 400,
Donc on a tout un écosystème qui est en place, une énergie mature, qui en termes de TCO, donc pour le propriétaire est tout à fait cohérent, et puis avec des perspectives quand même de pouvoir jouer un rôle vertueux dans la transition et d'être l'une des briques d'une mobilité décarbonée dans les prochaines années. Les stations donc au GNV, qu'utilisent donc les poids lourds, elles peuvent être utilisées aussi par des propriétaires de voitures Oui, bien sûr, à GNV. absolument. Ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est pas forcément très connu d'ailleurs, mais Oui, c'est un peu confidentiel, mais ça n'est pas moins vertueux pour autant. Et c'est vrai, encore une fois, que le développement, la dynamique, elle est plutôt sur le marché des véhicules lourds. Ensuite, voilà, la maison Borel est pour nous un exemple à suivre. Hein. C'est vraiment, bon, je vais le dire maintenant, j'avais prévu d'en parler à la fin, mais c'est vraiment une entreprise qui est complètement vertueuse parce que ce sont une entreprise qui croît depuis des décennies et avec constance, et qui est positionnée pour apporter des solutions vertueuses. Et en même temps, c'est une entreprise super innovante. Donc, c'est vraiment un bel exemple à saluer qui, pour le gage de sa réussite, a quand même la possibilité de s'appuyer sur un écosystème lui aussi intéressant autour de Grenoble. On parlait de la mairie de Grenoble, mais il n'y a pas que. Il y a l'agglomération et puis il y a un certain nombre d'autres entreprises vertueuses tout autour. Ça fait un écosystème très vertueux. Et Borel, pour nous, c'est vraiment un symbole tout à fait intéressant. mon cher Marc, je me rappelle que des voitures au gaz, au Rive, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup, et des GPL, et des GNV, bien évidemment. Juste pour une petite anecdote, parce que avant de créer le Club des voitures écologiques, on a travaillé tout au départ pour Primagaz. Moi, je suis un ancien élu de Paris, et les industriels, ils ne pensent pas à la réalité de la voiture au quotidien. Et on est allé les voir, on a dit, mais qui va acheter dans les villes un véhicule GPL, puisqu'il y a marqué interdit au GPL à l'entrée de tous les parkings. Et on a mis 2 à 3 ans à imposer le logo Bienvenue au GPL dans les parkings, après qu'il y ait eu l'obligation de la soupape de sécurité, bien sûr, qui avait posé énormément de problèmes pendant des années, après un accident de mémoire à Grenoble d'ailleurs, sans me tromper, ou à Lyon, avec des pompiers. Ouais. Et donc, C'était sur une banlieue, effectivement. Cette envie de le changer, et on a été ville par ville avec Guillaume à Nice, à Marseille, à inaugurer des sociétés, des SEM de parking et changer le Bienvenue au GPL. Parce que sinon, on se disait, mais qui va acheter? Alors que c'était moins cher déjà à la pompe, et en matière, en effet, de polluants atmosphériques, c'était tout à fait intéressant. Mais j'entends ça a la vie dure, hein, parce que moi, au téléphone, j'ai encore des gens qui me disent, mais est-ce que j'ai le droit d'aller dans les parkings? Mais parce que la réalité, elle est comme ça, je connais ce pays par cœur. Personne ne va aller changer le logo du parking s'il n'est pas public. S'il est privé, ça veut dire qu'il faudrait aller partout. Mais aller les voir, montrer la réalité. Alors, Vinci a vite compris, on a imposé. Après, on a joué. Soit c'était les opérateurs de parking qui le faisaient pour un coup de com', soit on écrivait au maire en disant c'est légal, on envoyait l'arrêté, on envoyait les trucs, on disait changez-le, vous allez faire un bon coup de com'. Mais j'en vois malheureusement encore aujourd'hui. Alors, les évolutions à venir dans cette filière gaz, et puis peut-être comment on se situe en France par rapport au reste de l'Europe? On est plutôt en tête de classe, hein, par rapport au reste de l'Europe et largement, en particulier sur la forme de GNV qu'on utilise, c'est-à-dire le GNC, du gaz comprimé. Donc sur le bio-GNC, on est vraiment les pionniers, on va dire. Alors comment se présente l'horizon? Je dirais toutes les vertus intrinsèques du carburant font qu'on a nécessairement le devoir d'y croire. Il y a quand même des gros challenges au niveau réglementaire. On a parlé, ou on va parler encore du brouillard un petit peu qu'on peut avoir au niveau politique. Si on regarde du côté de l'Europe, c'est pas compliqué. On a une directive sur les biocarburants qui vous dit le bio-GNV est un carburant décarboné, donc vertueux, et qui doit être considéré comme tel et encouragé. Et puis on a un règlement sur les poids lourds et sur les émissions de CO2 qui dit on regarde les émissions de carbone uniquement à l'échappement. Donc tous les véhicules qui utilisent des moteurs thermiques sont à bannir à terme, et seuls les véhicules électriques, éventuellement un jour hydrogène, auront droit de citer. Alors qu'il faudrait peut-être regarder l'ensemble des émissions du puits à la roue. Mais complètement. Ouais. Et complètement. Et donc raisonner comme la directive sur les énergies renouvelables. Donc en fait, on a déjà une incohérence foncière au niveau de la réglementation qui est très perturbante, bien sûr, pour tout le monde. Et ce constat s'applique à l'éthanol, bien sûr. En fait, j'étais au Mexique il y a ne serait-ce que 8 mois de ça.
Et j'ai pris un véhicule qui n'est pas vendu ici parce que trop polluant à l'échappement. Sauf que c'est un véhicule très simple qui correspondrait à beaucoup d'usages chez nous. Et là-bas, un véhicule, il dure 40 ans. Il est réparé pendant 40 ans. À côté de ça, ma femme a un hybride rechargeable, Audi pour pas le citer, mais je suis en colère. Je suis en colère parce qu'il a 8 ans, 100 000 km, et on vient de me dire qu'il est vieux et que c'est normal que la batterie la batterie haute tension soit HS. Donc c'est un véhicule qui part à la benne, parce que 16 500 € de batterie haute tension sur un véhicule qui a 8 ans. Donc, véhicule à jeter. Je précise qu'on parlera de réparabilité des batteries ici même vendredi matin. On va finir par les slides de Borel sur le GNV. Alors, parce que vous avez une offre par rapport à ça. Alors, ce qui m'a surpris quand on a échangé avant cette conférence, vous faites du sur-mesure et vous êtes capable même de faire un Rafale. Je parle de la Renault Rafale, pas de l'avion naturellement. On a un client en Bretagne qui promeut le GNV dans sa région. Et le directeur, il veut rouler au GNV. Il veut avoir une voiture statutaire au GNV. Et bon, nous, on travaille essentiellement avec Renault. Et donc, on a développé un moteur qui existe avec une hybridation et qui existe sur le Renault Rafale. Le Renault Rafale, il a un châssis long et qui permet d'intégrer un maximum de réservoirs GNV. Et ce client a été très intéressé par ce véhicule parce qu'on a pu mettre beaucoup de gaz, une bonne autonomie gaz sur cette voiture, une voiture qui consomme assez peu parce qu'elle est hybride. Et donc on a fait un Renault Rafale au GNV, oui, qu'on a livré. Donc c'est un peu notre véhicule signature en quelque sorte. Véhicule signature de l'année, notre innovation hybride de l'année. Voilà, donc, mais bon, après de l'hybride gaz, on en avait fait déjà en 2010 sur une Yaris, donc c'est pas la première fois. Mais effectivement, ça permet de montrer que même les voitures les plus sophistiquées qui arrivent sur le marché, on peut encore proposer une adaptation, une rétrofit, et faire fonctionner le véhicule normalement. Heureusement qu'il y a vous, parce qu'en fait, il fut un temps où les constructeurs allemands ont proposé, y compris en France d'ailleurs, mais alors que c'est assez courant chez eux de trouver ça à la pompe. Oui, mais comme chez eux, comme chez nous, ils ont arrêté leur gamme gaz parce qu'ils ont une stratégie électrique. Et du coup, je ne sais pas si en Allemagne, il y a un Borel qui fait comme nous, je ne sais pas. Très bien, donc là en fait on a les arguments sur effectivement l'impact CO2 donc du GNV. Voilà, et puis surtout donc parlons des réparateurs parce qu'effectivement vous êtes basé à Grenoble, mais voilà, donc où faire installer on a un centre de formation, donc on forme des garages qui veulent faire autre chose que du gasoil ou de l'essence, de faire l'entretien, de la maintenance. Donc on forme des garages, même des concessionnaires Renault dans toute la France. Donc on a un réseau national qui permet de faire l'entretien, la réparation des véhicules, de nos véhicules qu'on a installés et vendus à nos clients. Alexis, également des installateurs, des partenaires. Oui, la réglementation depuis 2017 impose donc que les installateurs évidemment soient habilités, au même titre que les boîtiers soient homologués. Donc on a un réseau d'environ 600 installateurs aujourd'hui, permettant de proposer partout en France la conversion du boîtier éthanol. C'est également une formation de 2 jours qui se passe avec les centres Mobipolis notamment, qui sont partenaires et qui forment les installateurs, pareil à l'entretien et à l'installation des véhicules. Alors mon cher Marc, on arrive au terme de cette session. Donc on le voit, il y a toujours l'envie, il y a toujours des acteurs en fait qui se mobilisent pour que cette mixité énergétique puisse avoir lieu. Le tout, c'est en ces temps troublés la difficulté de faire parvenir ce message à ceux qui peuvent encore décider. Bon, pour l'instant, ils ont d'autres chats à fouetter pour savoir s'ils vont rester ou se faire réélire. On a des élections présidentielles peut-être dans 1 an et demi ou avant. Donc c'est un bon tempo pour faire remonter des messages justement sur la mixité. Moi je me réjouis de découvrir tout ce que vous faites parce que
de s'apercevoir qu'en fait, quand on a envie, on peut mettre 4 énergies dans un véhicule, le passer à l'hybride. Moi, j'ai toujours été pro-hybride. Et puis, il y avait un grand constructeur dans le nord de la France qui... la France est mis à genoux pour venir faire des véhicules hybrides en Eh oui, France. Toyota. Et qui, aujourd'hui, ont failli les sortir des critères, parce que c'était pas la... donc, ils se disent, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On doit rester dans cette mixité. J'ai toujours cru en l'hybride par rapport aux ZFE, parce que si tu roules en électrique dans la ville, donc là, on ne pollue plus la ville et on sort avec des carburants alternatifs à l'extérieur, bah c'est bien sûr mieux pour la planète. Donc j'étais persuadé même que, tu l'as dit, il y a des gens qui ont besoin de rouler beaucoup et qui doivent repasser à l'essence ou au bioéthanol ou au gaz sur des parcours plus longs. Et cette mixité-là ou ces solutions-là me semblent adaptées encore pour de très longues années. Et puis je reviens là-dessus, même si on était dans le neuf en 2035, que sur l'électrique chez les constructeurs, je pense que ça rebougera un tout petit peu. Je rappelle que Jean-Luc Fugit a interpellé l'Europe par ailleurs, puisqu'on a dit que c'était la fin du moteur thermique. Et lui, il a dit non, il faut que ce soit la fin du moteur à énergie fossile, ce qui est un autre sujet, puisque peut-être qu'un jour... Ce qui paraît plus pertinent d'ailleurs. Plus pertinent. Donc ce cap-là peut à nouveau bouger. Et je pense que ce sont les consommateurs, mais aussi l'interpellation des décideurs publics. Tant que le bioéthanol, le GPL et le GNV sont moins chers à la pompe, ne pas promouvoir aujourd'hui dans un pays où le pouvoir d'achat est essentiel, c'est un vrai problème, de passer par ces solutions pour aider tout le monde à rouler, je pense que politiquement ça reste très recevable. Donc continuons de nous battre pour la mixité. Et voilà, des paroles de bon sens. Merci à vous pour avoir été présents cet après-midi. Je regrette qu'il y ait eu un petit peu moins de monde qu'on en a eu toute la journée. Mais en tout cas, ça valait vraiment le coup de plaider cette cause. Merci à toi, mon cher Marc. Merci à Alexis Landrieux. Merci à Régis Gagnon. Et Valentin, attention à ne pas rouler trop vite sur la route du retour à Grenoble. Merci à vous, bonne fin de journée. Et on se revoit demain ici sur la Tech Academy.